2025, semaine de l'inclusion au lycée français de Vienne. Quel atelier êtes-vous en train de diriger ? Je suis en train de diriger l'atelier dyslexie, l'atelier numéro 1. Et en ajout, en plus, au milieu de cette semaine, on a rajouté l'atelier braille. Et que cherchez-vous à faire comprendre aux élèves ? J'essaye de montrer aux élèves en fait les difficultés que peuvent avoir des enfants dyslexiques pour justement leur montrer l'effort fourni par ces enfants et les difficultés rencontrées et essayer qu'ils se mettent dans la peau de ces enfants-là pour qu'ils comprennent mieux leurs difficultés. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre conscience de ces difficultés ? C'est important parce que si tout le monde est conscient de ces difficultés, tout le monde pourrait coopérer, être attentifs les uns envers les autres. Donc pour moi, c'est vraiment important que tout ça soit bien mis en avant. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Là, on a lu un texte sur la dyslexie et en fait, c'est comment eux, ils voient les lettres. Et par exemple, là, il y a un texte normal et après, il y a un texte comment eux, ils le voient. Alors, je l'ai pas fait aujourd'hui, mais hier, je devais résoudre un problème. Ça fait comment la dyscalculie, l'atelier, c'est l'atelier 3. Et on a fait l'atelier 4 avec nos copains. On est en train de comprendre qu'est-ce que c'est la visuospatiale. Est-ce que c'est dur ? Pourquoi ? C'est très dur parce qu'en fait, il y a toutes les lettres qui sont mélangées et du coup, on a du mal à lire. Je trouve... normalement, ça devrait être facile, mais c'est super dur parce que c'est un calcul, mais qui est plus long. Et je trouve que c'est dur. Oui, c'est très dur par exemple, chez la dyspraxie, on peut pas utiliser sa main car on doit mettre des gants et après c'est difficile de prendre le stylo et d'écrire. Et que ressentez-vous quand vous faites ces activités ? Un peu de tristesse parce que c'est triste que les gens ils ont du mal à faire ça et nous qu'on arrive. C'est dur pour moi de réfléchir et à trouver la réponse. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre conscience des difficultés que d'autres élèves peuvent avoir ? C'est important parce que comme ça, par exemple, avec les PAP, comme ça, ils auraient la possibilité d'avoir la même chose que nous. Que on peut tous réussir dans la vie, même si ce n'est pas un problème qui va changer toute la scolarité et qu'on peut le réussir. Merci beaucoup.
2025, Semaine de l'inclusion au lycée français de Vienne. Bonjour Sabine, danke, dass Sie heute bei uns sein können. Es ist nämlich nicht jeden Tag, dass man eine professionelle paralympische Schwimmerin bei der Webradio interviewt. Danke, dass ich da sein darf. Es ist auch nicht üblich, dass ich in Schulen so groß willkommen geheißen werde wie hier am Lycée. Sie sind im Lycée Français und an der Woche der Inklusion teilzunehmen, die vom 20. bis 24. Januar 2025 stattfindet. Ziel dieser Woche ist es, das Bewusstsein für die Schwierigkeiten zu schärfen, die eine Behinderung oder Neuroatypie im Alltag der Betroffenen mit sich bringt. Sie haben 2017 bei den Weltmeisterschaften in Mexiko-Stadt die Goldmedaille über 500 Meter Freistil gewonnen. Sabine wurde vom Standard als Rollstuhlfahrerin, Mutter und natürlich auch Weltmeisterin beschrieben. Und dieser Titel ist bei ihr auch geblieben. Ja, es waren 50 Meter Freistil, aber ja, das stimmt. Der Titel ist mir wirklich geblieben, weil ja, Weltmeisterin ist ein Titel, den man nie verliert. Man kriegt nur eine neue Jahreszahl dazu. Und Mutter bleibt man, glaube ich, auch ein ganzes Leben lang. Meine Kinder sind in dem Alter der Kinder hier am Lycée. Also meine Tochter ist 12, mein Sohn ist 17. Und ja, ich glaube, das zeichnet uns Athleten auch aus. Wir werden zwar älter, aber die Funktionen und die Titel, die wir errungen haben, die bleiben bei uns. Könnte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Natürlich, bitte. Also könnten Sie uns ein bisschen von Ihr Parcours erzählen? Wann haben Sie sich entschieden zu schwimmen? Also zu schwimmen habe ich mich eigentlich entschieden schon während der Rehabilitation 2009, weil ich mich im Wasser viel, viel freier gefühlt habe als an Land und ganz viele Bewegungen auf einmal möglich waren, wo ich gar nicht geglaubt habe oder gewusst habe, dass ich sie schon wieder ausführen kann, und das war so befreiend, und so bin ich dann eigentlich zum Schwimmen gekommen. Zuerst übers Wohlfühlen und dann über den Ehrgeiz, den ich vorher schon hatte, einfach mehr zu erreichen, und dann ist es irgendwann ein nationaler Bewerb gewesen und dann bin ich so hineingewachsen in die paralympische Familie und in die internationale Schwimmszene. Wie haben Sie sich für die Paralympischen Spiele überhaupt vorbereitet? Bei den ersten Paralympics ist es ja sehr, sehr schnell gegangen, dass ich dabei war. Das war ja schon 2012 in London. Und die Vorbereitung auf die Spiele ist eigentlich immer ein 4-Jahres-Zyklus. Das heißt, wir überlegen uns immer, was sind die Zwischenetappen mit Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wo wir uns dann auch für die Spiele qualifizieren. Und dazwischen schwimmen wir viele, 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 viele Kilometer. Also in der Woche im Schnitt zwischen 60 und 80 Kilometer. Also haben Sie je an Ihrer athletischen Karriere gezweifelt? Oh, da gibt es viele Momente, wo man zweifelt, vor allem wenn man dann krank ist, wenn man verletzt ist. Aber es ist dann auch immer die Leidenschaft für den Sport, die einen wieder zurückbringt ins Wasser. Und auch mittlerweile bei uns der Teamgedanke, weil ich nicht mehr alleine trainiere, sondern als Team trainiere. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie in 2017 Gold gewonnen haben? Ich habe es im ersten Moment ehrlicherweise gar nicht realisieren können, dass das wirklich geklappt hat, was ich mir gewünscht habe und worauf ich hintrainiert habe, weil ich die Anzeigentafel nicht gesehen habe. Und erst wie mir dann die Teamkollegin gesagt hat, du hast tatsächlich Gold gewonnen, habe ich dann eigentlich erst realisiert, dass wirklich ich an erster Stelle gestanden bin und ja, das erste WM-Gold für Österreich geholt habe. Also, was wollten Sie erreichen, als Sie die Entscheidung getroffen haben, Weltmeisterin zu sein? Diese Entscheidung, Weltmeisterin zu sein, die trifft man eigentlich nicht. Du triffst die Entscheidung, dich wirklich bestmöglich auf dieses Vorhaben oder auf dieses Wettschwimmen vorzubereiten und auf diesen Wettkampf, dass es dann wirklich aufgeht. Da sind so viele Faktoren, die das beeinflussen.
Ich bin ja zu diesem Rennen fast zu spät gekommen, weil ich den Shuttle fast verschlafen habe. Und es waren, ja, wenn ich jetzt auch zurückdenke, ich kriege immer noch Gänsehaut, weil es einfach auch von den Rahmenbedingungen her ganz anders war. Und die Weltmeisterschaft ist um 2 Monate damals verschoben worden, weil so ein starkes Erdbeben in Mexiko-Stadt war, dass das eigentliche Event abgesagt war. Und dann haben wir unsere Trainingsplanung auch verändern müssen, weil ich habe die Form schon gehabt. Ich bin dann an dem Tag, wo ich den Hauptbewerb schwimmen hätte sollen, in Antwerpen an den Start gegangen und bin damals dort schon Bestzeit geschwommen und habe gewusst, ja, ich habe richtig trainiert, ich habe das Richtige gemacht und dann haben wir einfach nur geschaut, dass wir diese Form halten und ja, und es hat dann funktioniert, trotz der langen Anreise, trotz der langen Wartezeit und ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut. Wie ist es überhaupt, um die Welt zu reisen und Leute kennenzulernen während den Spielen? Das ist ein wunderbares Gefühl. Also erstens reise ich auch gerne privat und bei den Spielen ist es noch einmal verbindender, weil alle, die dort sind, die im Olympischen Dorf wohnen oder auch die zu Olympischen Spielen anreisen oder Paralympischen Spielen anreisen, reisen an, weil sie diesem Sport verbunden sind. Das heißt, man hat immer eine Gemeinsamkeit, auf die man aufbauen kann und es sind alle Leute da, weil sie von diesem Paralympic Movement begeistert sind und ein Teil davon sein möchten. Planen Sie noch an Sportwettkämpfen teilzunehmen? Ja, ich habe mich heuer auch schon qualifiziert für die Weltmeisterschaften, die in Singapur stattfinden. Ich habe auch meinen Teamkollegen gesagt, solange es meine Gesundheit und meine körperliche Verfassung zulässt, trainiere ich mit ihnen weiter und dann schauen wir, was die weitere Zukunft bringt. Aber ich glaube, wenn man einmal in dieser Umgebung war, dann ist das fast so was wie eine Sucht, dass man dabei bleiben möchte und immer ein Teil davon sein wird und auch ein Teil davon ist. Was ist die häufigste Frage, die Ihnen gestellt wird, wenn Sie in Schulen sprechen? Wie ich Auto fahre eigentlich. Das ist ganz lustig. Die meisten fragen, wie bist du gekommen? Oder sitzt du immer im Rollstuhl? Und können deine Füße noch irgendwas machen? Auf welchen Schwierigkeiten stoßen Sie in der heutigen Gesellschaft, die leicht behoben werden können? Also für mich war es die größte Hürde, dass diese Behinderung so sichtbar ist, weil durch das, dass die Behinderung bei mir so sichtbar ist, wird einem auch manchmal geistige Kompetenz abgesprochen und das ist was ich sehr, sehr schade finde, weil jeder mich gleich auf den Rollstuhl und auf mein Nichtkönnen reduziert und nicht die Person dahinter per se im Vordergrund stehend hat, sondern das, was vielleicht nicht möglich ist, weil ich anders durchs Leben gehe. Aber dabei vergisst, dass das für mich trotzdem der Alltag ist und ich ganz viele Fähigkeiten und Kompetenzen dadurch auch dazu gewonnen habe und die Hauptkompetenz, die ich dazu gewonnen habe, ist auch nicht zu sehen, was nicht geht, sondern zu sehen, was wie doch gehen kann. Haben Sie Leute zu bedanken? Ja, alle, meine Eltern, meine Familie, euch, dass ich da sein durfte und auch dem ÖPC, dass mir diese Möglichkeit geboten hat, vor euch zu sprechen und auch an eurer Schule ein Teil zu sein für den heutigen Tag. Danke, das liegt uns ans Herz. Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir werden Ihre Heldentaten in Zukunft weiterführen. Dankeschön. Schauen wir, ob es Heldentaten sind, aber wir werden versuchen, sportlich zumindest unser Bestes zu geben.
2025, semaine de l'inclusion au lycée français de Vienne. Alors bonjour, moi je suis un papa de plusieurs enfants qui sont au lycée et je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association des parents d'élèves, l'APE, et on s'est proposé pour aider Katia Boulard à organiser cette semaine de l'inclusion et pour l'aider à organiser les stands. Et effectivement, du coup, on anime plusieurs jeux pour les enfants. Notamment, il y a par exemple un memory avec des personnes célèbres. Il y a par exemple l'acteur qui joue qui joue Harry Potter. Ou Hermione Granger aussi, l'actrice, et on se rend compte avec ce jeu que des personnes célèbres comme ça, elles ont elles aussi des problèmes, des troubles de l'attention, des handicaps, et que chacune peut avoir des difficultés dans sa vie ou à l'école, et qu'en fait on peut quand même faire des super choses, par exemple devenir Harry Potter. Et voilà, donc il y a des petits jeux comme ça avec les memories, il y a des coloriages, il y a des livres qui sont disponibles. Il y a aussi des post-it où chacun peut mettre un peu ce à quoi lui fait penser le terme inclusion. Et voilà, l'idée c'est que chacun et chacune ait l'occasion de parler un peu de ces mots-là pour réfléchir à ce que ça veut dire justement l'inclusion. Et qu'est-ce que l'inclusion pour vous ? Alors pour moi, et en plus en tant que papa, c'est que je me rends compte que chacun, mes enfants, mais moi aussi, et puis les gens qu'on côtoie, on n'a pas tous les mêmes capacités pour différentes raisons, soit parce qu'il y en a qui savent pas se concentrer pareil, soit il y en a qui préfèrent d'autres formats. Par exemple, ils ont du mal à rester enfermés pendant des heures à l'école et au bout d'un moment, ça leur rend la vie très difficile. Donc on a tous des capacités différentes, ou alors on a un handicap, c'est-à-dire que dans la vie, c'est comme ça. On est né ou on a eu un accident ou quelque chose qui fait que on a par exemple une fonction qui marche plus, on peut plus réfléchir tout à fait convenablement. Bref, chacun est différent et en fait justement l'inclusion, c'est de réussir à faire que malgré toutes les différences, on arrive à avancer quand même ensemble et que chacun surtout se sente à l'aise. Notamment dans son école, c'est très important pour les enfants. Et que voilà, on n'est pas tous obligés d'arriver à faire la même chose, à apprendre les mêmes choses, à avoir les mêmes formats. Mais que l'important, c'est que même malgré ça, si on fait tous attention les uns aux autres, chacun va trouver sa place à lui. Et c'est ça qui est très important pour moi. Ah oui, pourquoi est-ce important ? Alors pourquoi c'est important, encore une fois ? Parce que je trouve que c'est important que dans une société, c'est-à-dire quand on vit tous ensemble, on fasse attention les uns les autres, et on fasse attention à nos différences. Il n'y a personne qui est parfait, ça n'existe pas, et même les gens qui sont parfaits en général, soit ce sont des parfaits menteurs, soit c'est des gens qui sont un petit peu serrés dans leur tête et qui sont sûrs d'être parfaits alors qu'à l'évidence ils ne le sont pas. Mais voilà, que chacun a un peu ses différences et qu'on va tous avancer ensemble et que, encore une fois, chacun peut être bien. C'est pas on n'est pas en concurrence tout le temps les uns les autres et il faut être le meilleur et ceci. Il faut être bien en fait, c'est ça qui est important. Et voilà, et donc c'est important de faire attention à ce que ceux qui se sentent pas bien ou qui ont quelque chose à dire puissent le dire facilement, dire moi j'ai du mal à avancer sur la lecture, plutôt que de rester coincé et pas oser rien dire et essayer et puis arriver jamais et avoir l'impression de tout rater, simplement il dit que ça va pas et qu'il n'y arrive pas et on trouve des solutions pour l'aider. Voilà. Merci.
2025, semaine de l'inclusion au lycée français de Vienne. Ça veut dire quoi l'inclusion? Non, je suis... Chacun son idée, hein. Il y a plusieurs façons de penser à l'inclusion. Qu'est-ce que c'est l'inclusion pour vous? Alors l'inclusion, c'est le fait de pouvoir accueillir tous les élèves dans les meilleures conditions qui soient. Pour moi, c'est parce que déjà, on découvre beaucoup plus de problèmes 10. Et moi-même, j'ai un problème 10, c'est la dyscalculie. Et ça, c'est assez difficile. Mais j'aime bien en apprendre plus sur mon problème. Et ouais. C'est de jouer en fait avec tout le monde. Also für mich bedeutet die Inklusion eher wie eine Zusammenarbeit, ein Zusammenleben von Menschen in einer Gesellschaft. Und ich verstehe auch darunter, dass jeder Recht drauf hat, ja, also mitzumachen. Es wird als ein Ganzes betrachtet. Niemand wird ausgeschlossen. Und ja, das ist ja eigentlich ein Traum, die noch nicht erfüllt wird, aber wir arbeiten dran, oder alle Menschen arbeiten dran auf der Welt. C'est d'accepter les gens comme ils sont, même s'ils ont des petits problèmes, et que je pense que c'est bien de les accepter comme ils sont parce que tout le monde a des défauts et c'est normal. Venez écrire ce que vous pensez de l'inclusion. J'aimerais que les parents donnent leur avis aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train d'écrire sur des post-it ce qu'on trouve de l'inclusion, ce qu'on trouve bien et comme ça et pourquoi on participe aux ateliers ou comme ça ou qu'est-ce qui nous plaît. Voilà. Nous écrivons sur des papiers ce que nous pensons de l'inclusion. Alors en fait, je joue maintenant au memory de troubles d'attention et d'autisme et tout ça, et comme c'est ça en fait. Alors, on a le droit de faire des fautes d'orthographe? Oui, on a le droit, on est inclusif, on peut faire des fautes d'orthographe. Est-ce qu'on peut aussi dire par exemple ce qui nous réjouit à l'inclusion? Oui. Qu'est-ce que tu trouves bien à Pourquoi tu trouves que c'est bien l'inclusion? Oui, écris ça sur ton post-it. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, en fait, je ne veux pas voir des personnes qui sont tout seules là, et dans son coin, et c'est ça. C'est fondamental, de mon point de vue, à la fois pour les enfants qu'on accueille, mais aussi pour les autres enfants. Parce que les enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers peuvent amener énormément de choses à la classe, à la dynamique de la classe et aux autres élèves. Für mich ist es wichtig, weil ich möchte auch, dass meine Kinder in so einer guten Gesellschaft aufwachsen. Und ja, also die Kinder sind sozusagen meine Zukunft und ich mache auch was also ich arbeite dran, ne, damit die auch eine bessere Zukunft als wir haben, ne. So, deshalb wollen wir Kinder haben, nicht? Ja. Gut. Danke. En fait, du coup, voilà, Daniel Radcliffe, il est dyspraxique. Alors, la dyspraxie, c'est quand on a du mal à coordonner ses mouvements. Vous avez fait la petite activité dans le hall ce midi avec c'est celui avec la moufle. Oui. On a du mal à écrire. Et ben Daniel Radcliffe, il a ça. Et elle avait... Alors, Emma Watson, elle a un trouble de l'attention. Ça veut dire qu'elle a du mal à se concentrer longtemps. Elle a plein d'idées partout dans sa tête en permanence. Elle a du mal à rester concentrée sur une chose. Ça se voit pas quand on voit ces films. C'est incroyable.
2025, semaine de l'inclusion au lycée français de Vienne. Bonjour Madame Vapereau, au nom de toute la classe, je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir. Votre présence ici est une véritable source d'inspiration pour nous tous et nous sommes très impatients d'échanger avec vous. Nous avons entendu parler du rôle important que vous jouez dans l'ambassade française de Vienne. Votre engagement et votre détermination sont admirables et nous sommes très curieux d'en apprendre davantage sur votre expérience. Tout au long de cette rencontre, nous avons préparé plusieurs questions. Nous avons préparé plusieurs questions sur des thématiques différentes. Donc d'abord votre histoire, votre chien, vos études, votre travail et des conseils que vous pourriez donner. Bonjour à tous et à toutes. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je trouve que c'est très important de parler aux jeunes parce que on n'a pas toujours l'occasion, je le sais, de rencontrer des personnes handicapées et en particulier des personnes aveugles. C'est un handicap dont j'ai conscience qu'il peut faire peur parce que la vue donne énormément d'informations sur l'environnement et que je pense vraiment que quand on ne sait pas ce que c'est de ne pas l'avoir, ça peut inquiéter. Et donc je suis ravie de pouvoir essayer de vous expliquer un peu comment on vit quand on ne voit pas. Et merci pour votre intérêt et pour toute cette préparation que vous avez faite avec votre enseignante. Tout d'abord, on voulait savoir si vous êtes né aveugle ou si vous avez perdu la vue suite à un accident. Donc moi je suis née aveugle, je suis en fait, je me considère comme aveugle mais je vois un peu, c'est-à-dire je vois la lumière d'un œil et je vois un peu les couleurs. Donc ça me permet pas de lire, ça me permet pas de me déplacer, mais ça me permet au moins de savoir par exemple si une lumière est allumée dans une pièce, à moins qu'il y ait beaucoup de lumière du jour et dans ce cas-là je me rends pas trop compte si c'est la lumière du jour ou une lumière artificielle, mais ça me donne quand même des informations que je trouve utiles. Donc, je voulais juste vous poser la question. Comment est-ce que vous imaginez le monde sans la vue, les espaces où vous vivez, et est-ce que vous voyez quelque chose, par exemple une couleur ou une lumière? Oui. Cette partie-là, mais je vais répondre à la première partie. Donc, en fait, j'imagine. C'est difficile de dire si j'imagine ou si je perçois. J'ai pas l'impression d'imaginer, par exemple, d'imaginer en fonction de ce que je ne vois pas. Je n'ai pas d'image dans la tête, au sens visuel, mais je perçois mon environnement avec mes autres sens. Par exemple, je perçois dans une pièce, je perçois si elle est haute de plafond, si elle est vaste, en fonction du bruit que ça fait quand je marche dedans ou quand les personnes parlent autour de moi. Ça me donne pas des informations forcément très précises sur la configuration de la pièce, mais ça me permet au moins de savoir à peu près où je me trouve. Et en fait, ce sont des informations qui pour moi sont très utiles sur mon environnement, mais qui ne remplacent pas du tout, qui ne sont pas des images, qui remplacent pas le fait que je vois pas. C'est autre chose. Donc bonjour, je suis du coup Octave Jacquet de la seconde 4. Et du coup la question que j'aimerais vous poser c'est, est-ce que vous arrivez quand même à visualiser des images dans vos rêves en particulier? C'est amusant, cette question revient tout le temps. Et non, la réponse est non. Je ne visualise pas du tout d'images parce que je n'ai jamais vu. Je sais que les personnes qui ont perdu la vue un peu tardivement ou au moins qui ont vu suffisamment pour avoir des souvenirs visuels ont des images dans leurs rêves. Mais moi, n'ayant pas d'images dans ma vraie vie, j'en ai pas non plus dans mes rêves, et je vais même vous surprendre énormément, mais je n'ai pas d'image visuelle de mon entourage, de mes enfants, voilà. C'est pas quelque chose je me sens pas concernée particulièrement, et ça me manque pas non plus. Et je n'ai pas d'image, jamais d'image. Bonjour, la question que je voulais vous poser en fait, Amaury. En fait, la question que je voulais vous poser, en fait, vous forcez évidemment l'admiration de tout le monde ici en venant nous parler, mais est-ce que vous avez parfois des moments de découragement liés à votre handicap? Que faites-vous dans ces cas?
C'est très pertinent comme question parce qu'effectivement souvent les gens disent ouais t'es super forte et tout, bon mais il y a quand même des moments où c'est fatigant quand par exemple il faut se déplacer dans un endroit que je ne connais pas, je peux demander à des personnes ou je peux utiliser le GPS. Maintenant il y a quand même beaucoup de technologies qui permettent d'avoir accès à des solutions qui simplifient un peu la vie, qui rendent plus autonome, mais il y a quand même beaucoup de moments où je me sens un peu dépendante des autres, où j'ai une feuille et je peux pas la lire complètement comme je voudrais, où je veux accéder à un site internet qui n'est pas accessible parce que malheureusement le problème de l'accessibilité numérique existe encore et même plus que jamais. Ou bien il existe maintenant c'est des situations bêtes, mais un terminal bancaire pour payer, un bancomat comme on dit ici pour payer avec la carte, qui ne sont pas qui sont où les touches ne sont plus, on peut plus les sentir, c'est tactile au sens c'est un écran, donc là je peux pas faire mon code moi-même. Donc il y a quand même des situations où c'est pénible, je dirais c'est pas pratique. C'est pas pratique et dans ce cas je me dis c'est désagréable mais ça vaut quand même le coup d'avancer, donc c'est embêtant et je vais me battre pour que ça change. Je suis en France, je suis active dans une association de personnes déficientes visuelles pour justement d'une part échanger avec d'autres personnes déficientes visuelles sur ces difficultés, parce que c'est important qu'on puisse échanger, et aussi pour se battre, faire pression sur les pouvoirs publics ou sur des entreprises, etc., pour que les choses évoluent dans le bon sens. Bonjour, je m'appelle Anya et ma question aujourd'hui est: est-ce que les autres sens se renforcent quand on perd un de ces 5 sens? Alors moi, j'ai pas perdu la vue puisque je n'ai jamais vu plus que ce que je vois actuellement, mais oui, les autres sens sont plus aiguisés, je les utilise plus que quelqu'un qui voit, puisque je crois que c'est 80% de l'information qui arrive par la vue quand on voit. Donc moi, l'information, je l'aperçois autrement. Je me concentre sur ce que j'entends, sur le sol, quand je marche, sur comment est le sol aussi, ça me donne des informations par exemple, ou sur mon environnement aussi, les odeurs, ça compte beaucoup. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres, oui, les sens, enfin j'arrive à avoir des informations par d'autres sens et je suis capable de reconnaître par exemple les jeux de mes enfants au bruit que ça fait sans avoir besoin de les voir. Alors, bonjour, je m'appelle Julie et c'est la première question sur votre chien. Et c'est quelle tâche accomplit le chien dans votre vie quotidienne et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Alors le chien, donc c'est un chien guide qui a été à l'école à Paris et qui a appris à guider, mais dans le sens à éviter les obstacles, à m'indiquer quand je cherche une porte, quand je cherche un escalier, à s'arrêter aussi devant l'escalier pour que je sache qu'on est devant un escalier et que je tombe pas. Il s'arrête au passage piéton. En fait, il est capable de détecter il trouve les poubelles, il détecte beaucoup d'obstacles, mais il ne prend pas de décision. C'est-à-dire que si par exemple je suis devant un passage piéton, c'est moi qui dois lui dire quand est-ce qu'on va traverser. Le chien ne voit pas le feu déjà, et ensuite c'est moi qui dois prendre la décision de toute façon si on avance ou pas. Et pareil, quand on est à un carrefour, c'est moi qui vais lui dire si on va à droite ou à gauche, mais lui est capable de comprendre droite-gauche. Il comprend quand même beaucoup de choses et j'ai pu lui apprendre aussi moi-même, par exemple, à trouver la station du tram que je prends ou la porte du bureau, les choses que j'utilise souvent, et il les connaît aussi. Bonjour, je m'appelle Robin et je voulais vous demander, votre chien en cas de danger, est-ce qu'il peut vous retenir de passer sur un passage piéton? Et vous avez aussi parlé de lui donner des signaux. Comment est-ce que vous lui donnez ces signaux? Alors, le chien, en effet, peut désobéir s'il y a un danger. Principalement, ce qu'il fait
enfin les fois où vraiment il s'arrête, c'est quand par exemple il y a un trou devant moi et que je sais pas, et moi je comprends pas pourquoi il avance pas, et là normalement il est censé se coucher, et ça veut dire que il faut vraiment pas du tout que j'avance. Ça n'arrive quasiment jamais parce que bon, c'est quand même rare d'être vraiment en danger, mais il sait le faire. Je sais pas à vrai dire s'il sait encore le faire parce que comme ça n'arrive pas souvent, mais normalement il sait le faire. Et les indications que je lui donne verbalement, en parlant. Je lui dis des mots et il comprend et il réagit. Ou je peux aussi avoir un petit mouvement pour accompagner le mot. Je peux avoir un petit mouvement avec la laisse ou avec le harnais. Puisque le harnais, quand je tiens le harnais, ça veut dire qu'il travaille. Et là, il comprend et ça lui donne une impulsion supplémentaire. Mais c'est surtout par la voix. Bonjour, je m'appelle Filippo et ma question est pourquoi pas tous les malvoyants ont des chiens? Est-ce que c'est des personnes en particulier ou c'est une décision? C'est une décision. En fait, on peut demander un chien ou pas. J'ai des amis qui ont des chiens parce qu'ils aiment bien les chiens. Moi, j'ai un chien parce que j'aime les chiens. J'avais un chien quand j'étais petite et je me suis dit super, si je peux emmener mon chien au travail, alors là vraiment, ça vaut le coup d'avoir un chien guide. Et je me suis rendu compte que c'était une aide vraiment vraiment précieuse, que ça me permettait d'aller beaucoup plus vite que quand j'utilisais ma canne blanche. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas les chiens. Et donc, pour qui ça n'a pas de sens d'avoir un chien et qui s'en sortent très bien sans chien, en fait. Mais après, il y a aussi une évaluation de l'école. On peut aussi demander un chien. Et puis, l'école se rend compte que, par exemple, on ne sait pas se déplacer sans chien. Et dans ce cas-là, ils vont d'abord donner à la personne des cours pour qu'elle apprenne à se déplacer sans chien, pour que le chien soit pas... qu'il y ait une alternative. Si le chien est malade, par exemple, il faut que la personne puisse se déplacer. Mais en général, quand même, toutes les personnes qui demandent un chien finissent par en avoir un. Mais il y a des gens qui n'en ont pas envie ou qui estiment ne pas en avoir besoin. Oui, bonjour, je m'appelle Fabian et je voulais vous demander 2 questions. Premièrement, votre chien vous accompagne-t-il aussi lors des réunions officielles? Et comment vos collègues perçoivent-ils la présence de votre chien? Alors le chien va partout. Il est censé aller dans tous les lieux qui accueillent du public déjà, dans tous les magasins, les restaurants, les hôtels et tout ça. Ce qui est une loi. Il y a une loi, que ce soit en France ou en Autriche, qui l'impose. Malheureusement, parfois, ça pose encore des difficultés. De ce point de vue-là, il y a des personnes qui soit ont peur des chiens ou qui connaissent pas la loi, tout simplement. Pour ce qui est des réunions officielles, oui, il vient au ministère autrichien des Affaires étrangères, par exemple. À une exception près, parce qu'il y a une collègue qui a très très peur des chiens et donc qui veut pas que j'emmène le chien, et donc c'est la seule fois où j'ai accepté de ne pas l'emmener, parce que je me suis dit qu'on aurait du mal à travailler si elle était en panique avec le chien. Mais sinon oui, sinon tout le monde l'accueille, et même tout le monde l'accueille très chaleureusement. Au bureau, c'est la star, hein. Franchement, c'est la mascotte. Il est même souvent, on le met sur nos réseaux sociaux parce que c'est quand même ça attire du monde. Donc ça marche très très bien, le chien. Et en plus, quand quelqu'un est stressé, il vient caresser le chien ou il l'emmène un petit peu se promener. Ça fait une ambiance un peu plus détendue, un peu familiale en fait, d'avoir un chien dans le bureau. Je sais qu'en Autriche, ça existe davantage qu'en France d'avoir des chiens dans les lieux de travail, mais en France c'est vraiment pas du tout courant, et à chaque fois que j'ai travaillé avec des collègues et que j'ai emmené le chien, depuis que je travaille j'ai un chien, et ils ont toujours trouvé ça très agréable d'avoir un chien. J'ai jamais eu de commentaires désagréables. Il y a des personnes qui s'en approchent pas trop parce qu'elles aiment pas les chiens, mais sinon ça se passe toujours vraiment très très bien. Et il s'appelle comment, le chien? Le chien s'appelle Olyps. Bonjour, je m'appelle Raphaël et ma question est, est-ce que vos chiens, il a des pauses ou est-ce qu'il est toujours avec vous? Alors il est toujours avec moi, mais il travaille pas toujours. Par exemple, au bureau, monsieur a dans mon bureau son tapis avec son matelas avec son tapis dessus, et donc il fait sa sieste bien tranquillement pendant que je travaille.
Et il dort, il ronfle, hein, je peux vous dire, ça va pour lui. Mais c'est vrai qu'il est toujours en astreinte, c'est-à-dire que je peux toujours lui demander de m'aider s'il y a besoin. Après, parfois, quand je me rends compte qu'il dort vraiment, je me dis non, quand même, le pauvre chien, je vais le laisser tranquille, je vais faire autrement, parce que quand même, quand il fait sa sieste, bon. Mais sinon, il est toujours avec moi et il vient partout. Mais par contre, quand il est à la maison, c'est un chien de compagnie. Voilà, il travaille pas. Non, enfin, à la maison, j'ai pas besoin de lui. J'ai seulement besoin de lui, soit à l'extérieur, soit au bureau, parce que l'ambassade est un peu grande et je préfère l'emmener au cas où il y aurait des obstacles au milieu que les gens auraient laissés. Donc, mais oui, il y a quand même des moments où, même s'il est avec moi, il est en pause. Bonjour, je m'appelle Dixon et je voulais vous poser une question. Comment avez-vous étudié université, cursus classique? Quelles ont été les adaptations nécessaires? Alors j'ai été dans une école maternelle ordinaire. Après, quand il a fallu que j'apprenne le braille, j'ai été dans une classe avec une institutrice qui connaissait le braille, mais dans une école classique. Et ensuite, à partir du collège, j'étais dans un établissement ordinaire jusqu'à la fin de mes études universitaires. Et donc après le lycée, j'ai fait 2 ans de classe prépa littéraire, Hippocagne-Cagne. Ensuite, j'ai fait 1 an d'histoire à la Sorbonne, Paris 1. Et ensuite, j'ai fait 1 an de relations internationales, toujours à Paris 1. Et j'ai fait Sciences Po, donc le master. Et comment j'ai fait? En fait, j'ai la chance que mes parents aient été très mobilisés pour me soutenir, qu'ils avaient aussi le bagage intellectuel et social pour m'aider. Je pense que malheureusement, ça compte quand on est handicapé et qu'on a besoin d'aide pour poursuivre ses études. Mais j'avais aussi la chance d'être suivie par un service d'aide à l'intégration scolaire. À l'époque, on parlait d'intégration et non pas d'inclusion, mais c'est la même chose. Et c'était des personnes qui savaient le braille et donc à qui les professeurs envoyaient leurs cours, enfin les éléments qui étaient distribués aux autres élèves. Et c'était transcrit en braille. À l'époque, c'était beaucoup moins informatisé qu'aujourd'hui, donc il y avait assez peu d'enseignants qui utilisaient déjà des supports numériques. Donc il fallait transformer ça en numérique en fait, puisque le braille que j'utilisais, c'était du braille numérique, c'est du braille ordinaire, mais qui s'utilise avec un ordinateur. Et à partir du moment où un texte est sous Word, en fait, je peux le lire moi avec mon matériel braille, que je vais quand même vous montrer, même si ça donnera rien à l'enregistrement. Mais donc c'est un bloc-notes braille qui comporte donc des touches, une touche par point braille, et qui moi me permet d'écrire et aussi de lire, puisque là il y a une plage braille et ça c'est comme un petit ordinateur, une tablette sur laquelle on met les documents avec une clé, enfin comme si c'était une clé USB en fait, avec un port USB. Et à l'époque où je faisais mes études, c'était des appareils plus gros, évidemment. Là, maintenant, j'ai de la chance, ça s'est beaucoup réduit, mais c'était à peu près le même principe. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu suivre mes études. Et puis, j'avais aussi des cartes en relief pour la géographie, ou j'avais des figures géométriques aussi, où je pouvais faire des tracés avec un papier plastique sur lequel je pouvais dessiner en relief. Et voilà, c'était pas forcément toujours très simple, ni pour moi ni pour les enseignants, je pense aussi, mais enfin on y arrivait. Et puis il y avait des enseignants très motivés, d'autres moins. Voilà, après ça dépend sur qui on tombe, entre guillemets. Merci. Bonjour, je m'appelle Achille Laurent et ma question est comment on devient ambassadeur et pourquoi avoir choisi ce métier? Et la deuxième, c'est des gens ont-ils essayé de vous dissuader de vous lancer dans cette carrière? Alors moi je suis pas du tout ambassadrice. Hein. Ah oui, non, pardon. Mais, je suis diplomate. Mais, comment on devient diplomate? On passe un concours du Quai d'Orsay et puis donc le ministère français des Affaires étrangères. Et puis c'est quand même assez sélectif, j'ai quand même dû le passer plusieurs fois et j'ai eu la chance que s'ouvre quand je le passais un recrutement spécifique aux personnes handicapées. Au départ j'étais un peu réticente parce que je me suis dit ça c'est un truc où on va nous recruter, nous considérer comme un recrutement moins important que si on a le concours. Et puis je me suis dit qu'après tout
si je pouvais accéder au ministère comme ça ne m'enlevait pas le mérite d'y être et le mérite d'avoir fait les études que j'avais faites et que les gens me jugeraient bien sur pièce entre guillemets après en fonction de ce que j'étais capable de faire. Donc finalement je suis entrée au ministère par cette procédure. Et ce qui m'a donné envie de travailler au ministère, c'est que j'étais très intéressée par les étrangers en général, par l'étranger, par les voyages, par l'interculturel, tout ça. Et je me disais que c'était une bonne solution pour rencontrer des personnes d'autres pays et pour voyager, pour vivre aussi à l'étranger. Donc ça, je suis contente parce que ça marche bien, parce que je suis ici. Et oui, on rencontre toujours des gens qui n'y croient pas ou qui considèrent que finalement on pourrait faire autre chose de moins difficile ou que même ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande donc on entend de tout, oui, mais en réalité je sais pas très bien parce que j'écoute plus, j'ai jamais vraiment écouté, mais c'est des choses qui il faut pas se fier à ce que disent les gens, il faut en réalité foncer soi-même parce que sinon si on reste derrière, si on attend que les gens vous les portent, il n'y en a pas beaucoup qui s'ouvrent. Donc voilà, c'est comme je peux pas trop répondre à les gens ce qu'ils disent parce que j'écoute pas. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Sophia et je voulais demander comment encourager les gens handicapés à poursuivre leur ambition malgré les obstacles et est-ce que vous connaissez d'autres personnes avec le même handicap que vous dans le même travail? Alors comment les encourager? Ce que j'ai tendance à faire, c'est à échanger avec des jeunes. Quand des personnes ont des questions sur des personnes handicapées, principalement handicapées visuelles, ont des questions sur ce que je fais, je leur réponds bien volontiers. Ou on a cette association de personnes handicapées en France, et il y en a aussi en Autriche, j'en suis sûre, où on peut échanger sur les difficultés qu'on a et comment on peut les résoudre. Et puis c'est vrai que c'est une question de personnalité aussi. Il y a des personnes pour qui c'est plus ou moins difficile, mais ça c'est normal. Hein. C'est comme pour tout le monde. La deuxième partie de la question, c'était quoi déjà? Si vous connaissez d'autres personnes avec le même handicap? Oui, au ministère, il y en a quelques-unes. Oui, on est peut-être 2 ou 3. C'est pas beaucoup, mais il y a des personnes qui ont d'autres handicaps aussi. Et puis il y a des personnes aveugles qui font des métiers différents, mais aussi très très exigeants. Donc ça permet pareil d'échanger. Je trouve que c'est très important d'échanger sur justement les réactions aussi de la hiérarchie, c'est-à-dire des chefs qui parfois ne connaissent pas, donc à qui il faut tout expliquer. En fait, on est tous un peu dans le même cas et c'est rassurant aussi de se rendre compte et de se dire que c'est pas lié soit au ministère, soit à soi-même, quoi. On est toujours un peu en train de devoir tout expliquer à tout le monde, mais bon, ça fonctionne finalement. Bonjour, je suis Elodie et ma question est comment les gens réagissent-ils envers votre condition et quelle en est votre réaction? Ça, c'est très variable les réactions. Il y a des gens à qui ça fait peur. Je me souviens de mon premier sous-directeur, mon premier chef, le fait que je puisse pas le regarder, alors il me l'a pas dit à moi, mais il a dit à un collègue, et donc je le sais, il était pas très très à l'aise avec ça. Et donc, mais finalement ça s'est arrangé parce qu'il était capable d'évoluer. Ça dépend aussi de la personnalité qu'on a en face de soi. Ça peut faire peur en fait aussi aux gens, comme je disais, le fait de pas voir ça inquiète les gens parce qu'ils se demandent comment c'est. Ils ont l'impression que c'est très dur et qu'on peut pas faire grand chose et ils savent pas comment me parler. Parfois ils n'osent pas employer des mots comme regarder, voir, alors que ces mots j'emploie tout le temps parce que c'est des mots qui sont dans le langage courant et il n'est pas de question de s'exclure en n'employant pas ces mots-là. Mais oui, les réactions sont très variables. Il y a ça, et des gens au contraire qui vont être très, très admiratifs, justement, et je peux comprendre, et j'aimerais bien qu'un jour ce soit normal et qu'on n'ait plus ce genre de réaction, mais je les comprends parce que c'est vrai que c'est pas encore très, très fréquent de croiser des personnes aveugles qui travaillent.
Donc les réactions, il y a des gens aussi qui veulent aider, voilà, à tout prix, qui sont sûrs que je peux pas faire telle ou telle chose et qui donc ne me posent pas la question, mais au contraire insistent pour m'aider, ce qui implique évidemment une réaction finalement assez vive de ma part au bout d'un moment, parce que on peut être bienveillant, mais au bout d'un moment, quand on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin d'aide. Voilà, en gros, c'est les réactions à peu près classiques. Il y a des gens pour qui tout est normal, ça arrive aussi. On croise des gens qui, ok, tu vois pas, c'est un fait, ok, on passe à autre chose. Et je constate d'ailleurs que dans mes relations professionnelles, quand j'ai des échanges avant, par mail ou par téléphone avec les personnes avant de les rencontrer, ça les inquiète moins une fois qu'on est en face à face que quand je ne les connais pas et que le premier contact se fait en face à face, parce que je pense qu'ils savent pas trop comment réagir, alors que sinon on reprend en fait les échanges qu'on avait avant comme d'habitude. Mais voilà, en général c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation, puis après ça se passe bien. Bonjour, je m'appelle Ella et j'aimerais bien savoir si l'ambassade est adaptée au handicap. Alors c'est une vaste question parce que au handicap il y en a plein, différents. La réponse est globalement non. Il y a par exemple pour les personnes en fauteuil roulant, c'est pas très pratique. Alors là ils sont en train de faire des travaux où ça va s'arranger, ils vont mettre un ascenseur qui permettra au moins aux personnes qui peuvent pas monter des escaliers de prendre l'ascenseur. Sinon, non, pour moi, c'est pas particulièrement adapté. Il n'y a pas de signalétique particulière qui peuvent être utiles. Moi, ce que j'aime bien avoir dans des bâtiments, mais en réalité, c'est très rare encore, c'est des lignes de guidage et qui s'accompagnent de balises sonores, c'est-à-dire d'un appareil qu'on peut déclencher avec une télécommande et qui indique où on va, parce que les lignes tactiles au sol qu'on peut suivre sont utiles, mais encore faut-il savoir où on va. Parce que si on suit un endroit, on peut arriver, c'est la surprise, mais c'est mieux de savoir à l'avance quand même. Et il y a ce fléchage sonore qui est bien. En France, dans la plupart des gares, il y a ça, par exemple. Mais bon, c'est très rare, donc. Et après, comme c'est très rare et que le reste du temps je me débrouille, je considère que l'ambassade ça va, même si c'est pas particulièrement adapté, quoi. Donc bonjour, je m'appelle Noah et ma question c'était est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au quotidien dans votre métier et quelle était votre journée type? Alors c'est difficile de dire qu'il y a une journée type parce que heureusement on n'a pas beaucoup de routine dans ce métier, c'est ça qui est bien. Mais en gros le matin quand j'arrive je m'informe sur ce qui se passe en Autriche, en France, dans le monde. Je m'informe soit en parallèle avec mon ordinateur, donc un ordinateur qui est vocalisé, donc c'est un ordinateur ordinaire mais qui parle. Et puis j'ai aussi une plage braille qui équivaut à ce que vous voyez là mais en plus grand. Et puis je m'informe aussi grâce à notre revue de presse orale tous les matins. On fait une revue de presse avec l'ambassadeur et mes collègues. Et puis ensuite, en général, il faut écrire des notes ou des comptes rendus qu'on envoie à Paris, ou bien on peut avoir aussi des entretiens avec des personnalités, des personnalités autrichiennes ou françaises en fonction des sujets. Et puis on a des rencontres au ministère, souvent au ministère des Affaires étrangères, ce qui me concerne. On a aussi des réunions entre collègues pour faire le point avec d'autres services de l'ambassade, par exemple services culturels, services économiques, sur des questions précises, par exemple sur la coopération européenne, par exemple. Et puis donc quand il faut que je me déplace, j'ai l'aide d'un assistant qui me permet d'éviter quand je ne connais pas les endroits de perdre du temps à chercher. Et puis voilà, en général, c'est à peu près les activités qu'on a dans une journée. Bonjour, je m'appelle Théo et je voulais vous demander pourquoi êtes-vous venu précisément en Autriche? Alors, je suis venue en Autriche parce qu'en fait, quand on est à Paris, qu'on veut partir à l'étranger, on peut faire des vœux.
en fonction de postes qui sont disponibles. Et moi, comme je parlais allemand, enfin un peu, je me suis dit que l'Autriche, ça pourrait être un poste qui m'intéressait. Et aussi, je me disais que il y avait une bonne qualité de transport en commun. Pour moi, c'était important parce que ça me permettait de me déplacer seule. Je savais que les transports étaient globalement adaptés, c'est-à-dire qu'ils étaient au moins vocalisés, c'est-à-dire que quand je suis dans un tram ou encore plus dans un métro, les stations sont annoncées vocalement, donc je sais où je me trouve. Et ça, c'est des critères qui étaient importants. Et puis aussi le fait qu'il y ait un lycée français, comme j'ai des enfants, je voulais qu'ils puissent aller au lycée. Voilà, en gros, les critères qui m'ont incité à choisir, à demander Vienne, et j'ai eu de la chance puisque je l'ai obtenu, mais voilà. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je voulais vous demander quelles sont les compétences les plus importantes dans votre travail et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail. Alors, je pense que les compétences, c'est savoir écouter, comprendre l'actualité, savoir communiquer, échanger, que ce soit sur des sujets très variés, politiques principalement pour ce qui me concerne, mais que ce soit avec des Français, des Autrichiens ou des personnes d'autres pays, notamment européens. Parce que moi, je m'occupe de la coopération européenne, de la politique intérieure autrichienne et je suis chef du service de communication de l'ambassade. Donc tout ça fait qu'il faut qu'on échange régulièrement et plusieurs fois par jour avec les collègues pour savoir ce qu'on fait. Et donc oui, les compétences aussi de rédaction, savoir écrire, savoir synthétiser des informations, savoir aussi les expliquer pour des lecteurs parisiens qui ne connaissent pas forcément le contexte politique autrichien, par exemple. Et c'est ça, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est les échanges avec les gens d'autres pays, en l'occurrence ici plutôt les Autrichiens, mais aussi des gens des autres ambassades européennes. Et le fait de pouvoir discuter des sujets qui nous intéressent, et même, donc souvent les sujets politiques, et même au-delà, simplement d'avoir des échanges sur comment ça se passe dans leur pays, sur tout un tas de questions autres que professionnelles, en fait. Bonjour, je m'appelle Jules et ma question est: est-ce que vous avez des difficultés pour élever vos enfants? Bon, comme tous les parents, c'est jamais facile d'élever des enfants, je pense. Je pense que l'âge le plus compliqué, c'est quand ils courent partout et qu'ils sont pas encore capables de répondre correctement, parce que là, il faut les suivre, les tracer, vraiment être derrière eux, soit être dans un endroit hyper sécurisé, où je suis pas inquiète pour eux, soit ne pas les lâcher. Donc voilà, c'est là mon petit dernier a 2 ans, presque 2 ans et demi, et pour le coup c'est un âge où c'est encore un peu compliqué. À partir de 3 ou 4 ans, ils sont capables de comprendre que moi j'ai besoin qu'ils me répondent quand on est en extérieur. En fait, oui, la plus grosse difficulté c'est en extérieur. Mais sinon, à l'intérieur, non, parce que je connais ma maison, je connais où sont rangées les choses. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses dangereuses pour eux à apporter, ce qui me permet d'éviter de tout le temps leur courir après pour voir si on peut attraper un tournevis. Oui, c'est surtout, pour moi, c'est surtout à l'extérieur quand ils sont petits, parce que ensuite les enfants s'adaptent et se comprennent assez bien que si ça se passe pas bien, je pourrais plus sortir avec eux. Et donc, comme ils ont quand même envie, ça se passe bien, en fait. Ça se passe. À l'extérieur, ils sont plutôt plus sages avec moi qu'avec leur père qui voit. Bonjour, je m'appelle Violetta et ma question est: trouvez-vous que le soutien de l'État envers les aveugles est suffisant? D'après vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et où est-il mieux adapté, en Autriche ou en France? Alors le soutien, il existe. Il y a plusieurs aspects. Il y a pour les personnes qui ne travaillent pas, il y a une aide financière.
Donc les personnes aveugles qui ne travaillent pas reçoivent de l'argent chaque mois. Les personnes qui travaillent en ont aussi un peu, en France en tout cas, pour acheter le matériel spécifique aux personnes aveugles, par exemple pour lire en braille ou le matériel de cuisine, par exemple une balance parlante, ça va coûter plus cher qu'une balance ordinaire malheureusement. Ou alors quand on a des enfants et qu'on a besoin de soutien pour leurs devoirs, parce qu'on peut pas forcément avoir accès à quand ils sont petits toujours, parce qu'après ça va, mais quand ils apprennent à écrire, parfois on peut avoir besoin d'aide. Donc tout ça, on peut le financer avec un soutien financier de l'État. Il y a aussi quand même une aide pour trouver du travail, puisqu'il existe en France, en Autriche, je ne sais pas, je me suis pas encore renseignée, mais en France, un quota de personnes handicapées qui doivent être embauchées dans les entreprises et dans les administrations qui est de 6%. Et si ce quota n'est pas atteint, les entreprises et les administrations doivent payer une amende qui sert ensuite à financer justement le matériel, les équipements spécifiques pour les personnes handicapées qui travaillent. Alors ça ne concerne pas que les personnes aveugles, c'est un peu ça la difficulté, parce que il y a beaucoup de handicaps qui sont entre guillemets moins lourds, qui demandent moins d'adaptation, ce qui fait que ces personnes-là peuvent remplir les quotas et ça n'incite pas forcément les entreprises à recruter des personnes aveugles. Donc de ce point de vue-là, il y a encore un axe d'amélioration, et puis il y a surtout à mon avis un axe principal qui est la sensibilisation et le fait d'expliquer à tout le monde, que ce soit les jeunes, les employeurs, tout le monde en fait, que commencer, voilà, exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait de ne pas voir et qu'on peut quand même travailler, parce que ça fait souvent peur aux recruteurs qui ont l'impression qu'une personne aveugle va être moins efficace. Alors il y a des choses sur lesquelles oui, on va être moins rapide, mais par exemple la lecture, c'est vrai que ça prend plus de temps de lire un document en braille qu'un document en écriture ordinaire, en noir comme on dit. Mais je vais être plus efficace sur d'autres choses. Donc quand les gens ne savent pas, on peut pas leur en vouloir a priori. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a un besoin de sensibilisation au handicap visuel comme aux autres handicaps d'ailleurs, qui devrait être davantage peut-être géré par l'État. Et en Autriche, je suis désolée, je peux pas répondre parce que je ne connais pas suffisamment la situation en Autriche. Bonjour, je m'appelle Taïm et je voulais savoir qu'attendez-vous des gens comme nous, des jeunes, et avez-vous des conseils à nous proposer? Déjà, ce que vous faites, c'est super d'avoir cette curiosité, de poser plein de questions et d'être ouvert d'esprit. En fait, c'est ça qui est important, c'est d'être ouvert et d'écoute, de ne pas se dire mince, je sais pas comment ça se passe, mais de se dire je sais pas comment ça se passe, mais je vais essayer de comprendre, parce que on a tous des préjugés, on a tous des inquiétudes par rapport à des personnes qu'on connaît pas ou qui ont un handicap. Moi aussi, par rapport à des personnes qui ont d'autres handicaps, je connais pas tout, des personnes sourdes ou des personnes handicapées mentales ou quoi. Mais ce qu'il faut, c'est avoir avoir l'ouverture d'esprit et la curiosité et la capacité de se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, et de pas se refermer, mais plutôt d'aller vers les gens et oui, d'avoir l'ouverture que vous avez là et de la garder toute votre vie, et vous aurez probablement forcément l'occasion de vous confronter à des personnes handicapées ou à des personnes différentes en général, et c'est pareil, en fait, il faut juste écouter, essayer de comprendre, et voilà, garder vraiment cette ouverture d'esprit que vous avez. Bonjour, je m'appelle Ariane et je vais vous poser la dernière question aujourd'hui. Alors, quand nous avons rédigé les questions avec la classe, on s'est demandé s'il y avait des termes qu'il fallait pas utiliser. Et est-ce que, par exemple, il faut plutôt dire non-voyant que aveugle? C'est une bonne question, ça dépend vraiment des gens, des personnes concernées. Moi, j'ai pas de problème avec le vocabulaire, tant que c'est dit avec bienveillance et voilà, et avec un esprit d'ouverture, ça me aucun problème. Je me considère comme aveugle ou non-voyante. J'ai pas de blocage, mais je pense que c'est bien de poser la question à chaque personne, parce que voilà, moi j'ai cette vision là, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas du tout le terme aveugle parce qu'elles le trouvent péjoratif, je trouve que c'est
je sais pas, c'est limitant ou enfin ça, mais moi ça me choque pas. Donc je pense qu'il est important si vous croisez d'autres personnes de leur demander comment elles préfèrent qu'on dise, mais moi de mon point de vue c'est pareil. Semaine de l'inclusion au lycée français de Vienne. Willkommen bei der Webradio des Lycées Français de Vienne. Diese Woche vom 20. bis zum 24. Januar haben wir eine Inklusionswoche organisiert. Unsere Schule ist inklusiv und jeder, der eine Behinderung oder eine neurologische Störung hat, kann hier lernen. Im Rahmen dieser Woche freuen wir uns, Herrn Schmid-Kovacic bei uns zu begrüßen. Guten Tag, Herr Schmid-Kovacic. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Es ist uns eine große Ehre, Sie interviewen zu dürfen. Also erstens, könnten Sie uns bitte zuerst ein bisschen über Ihre Ausbildung und Ihren Beruf erzählen? Ja, zunächst einmal herzlichen Dank auch für die Einladung, hier sprechen zu können. Ja, es ist so, dass ich 1975 in Deutschland geboren wurde und dort auch aufgewachsen bin und dort zur Schule gegangen bin und meine Studien an der Universität in Marburg an der Lahn abgeschlossen habe, eben in Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften und Völkerkunde und die Gelegenheit bekam, dort zu promovieren. Dann wurde es mit der Berufswahl etwas schwierig, weil man mir als Mensch mit Behinderung bei den Bewerbungen, bei zahlreichen Bewerbungen vorgehalten hat, dass ich entweder zu wenig Berufserfahrung hätte oder dass diese Berufe eben aufgrund der Behinderung nicht ausgeführt werden können von mir alleine, sodass ich eben in Deutschland zunehmend, das war dann schon 2011, zunehmend keine Möglichkeit gesehen habe, beruflich tätig zu sein. Ich war Arbeitslosengeld II-Empfänger, also habe Arbeitslosengeld bezogen. Und 2011 hat sich die Möglichkeit ergeben, nach Österreich zu kommen. Warum nach Österreich? Ich habe einen Großvater väterlicherseits, der aus Österreich stammte und von daher hat sich immer ein Bezug zu Österreich familiär ergeben. Und in Österreich wies es sich als Vorteil, dass es hier ein Programm gibt oder Programm gegeben hat, 2011,
dass Menschen, die eine Universität abgeschlossen haben, also akademisch ausgebildet sind, eben in den Bundesdienst auch aufgenommen werden durch ein sogenanntes Verwaltungspraktikum. Und das habe ich erfolgreich durchlaufen und konnte auch die Grundausbildung für den jetzigen Beruf im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz abschließen. Könnten Sie uns Ihre Behinderung etwas näher erklären, bitte? Es ist so, dass als ich geboren wurde, es sich erwiesen hat, dass ich Krebs habe im linken Arm, und im 9. Monat musste mir der linke Arm amputiert werden. Es war ein Sarkom, ein Knochen- und Gewebekrebs. Während dieser Operation, die hier in Wien stattgefunden hat, weil in Deutschland mehrere Ärzte zwar die Krankheit erkannt haben, aber nicht mehr operieren wollten, und hier in Österreich sich ein Arzt bereit fand, ist es dann zu einem Narkoseproblem gekommen. Aufgrund dieses Narkoseproblems hat sich die Spastik eben im rechten Fuß entwickelt. Das bedeutet, ich kann ich habe eine Einschränkung in der Motorik der Füße, und eben ich kann nur mit der verbliebenen rechten Hand schreiben, aber auch die ist ein bisschen von Spastik betroffen. Und welche Auswirkungen hat Ihre Behinderung auf Ihr tägliches Leben? Das sind große Auswirkungen, würde ich sagen, weil alle Verrichtungen des täglichen Lebens dauern eben länger. Man muss auch mehr Kraft aufwenden, beispielsweise um sich anzuziehen oder also im gesamten täglichen Leben braucht man auch Unterstützung, weil eben meine Mobilität auch eingeschränkt ist. Ich kann wenig tragen, brauche daher Hilfe beim Einkaufen. Aber auch das Schreiben am Computer oder generell das Schreiben ist nicht so schnell möglich. Also am Computer kann ich auch nur mit ein paar Fingern schreiben. Aber ja, wenn man darauf Rücksicht nimmt, dann ist durchaus vieles möglich. Und wie wichtig ist Inklusion für Sie, sowohl im Alltag als auch in der Schule? Inklusion ist ein wichtiges Modell oder ist eine wichtige Maßnahme, die im Alltag stärker umgesetzt gehören würde und vor allem auch in der Schule, das heißt im gesamten Bildungswesen eigentlich verstärkt eingesetzt werden sollte, dass man schaut, was müssen Menschen mit Behinderung an Hilfestellungen bekommen, wie kann man sie fördern, wie kann man sie unterstützen, dass sie sinnvolle Arbeit leisten, weil jeder kann natürlich etwas gut, auch Menschen mit Behinderungen haben Stärken und Schwächen, und wenn man sie gut ausbildet, können sie auch was beitragen für die Gesellschaft. Und also welche Botschaft möchten Sie anderen Menschen mitgeben, also Tipps und Anweisungen zum Welt? Ja, welche Botschaft? Ich würde sagen, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und müsste dahingehend gefördert und unterstützt werden, diese zu finden
und eben, dass man auch ihnen die Möglichkeit lässt, sich in die Gesellschaft einzubringen mit dem, was sie können. Und von daher wäre eine Botschaft, dass die Menschen mit Behinderung an sich glauben sollen, aber auch die anderen, die Mehrheitsgesellschaft ihnen auch Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und ihre Stärken zu zeigen. Danke. Vielen Dank nochmals, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Auf Wiedersehen. Danke sehr. Das nette Gespräch. Semaine de l'inclusion au lycée français de Vienne. Bonjour Madame Boulard et bienvenue sur la web radio du lycée français de Vienne. Bonjour. Nous vous accueillons dans le cadre de la semaine de l'inclusion qui a eu lieu du 20 au 23 janvier 2025 et dont vous êtes l'organisatrice. Vous avez d'abord enseigné à l'école primaire. En parallèle, vous avez suivi des études en psychothérapie, puis vous êtes devenue référente EP en 2019 pour le primaire et en 2021 pour tous les niveaux de la petite section jusqu'à la terminale. Signalons à nos auditeurs et auditrices que le terme EBEP signifie élève à besoins éducatifs particuliers. Pour commencer, parlons un peu de votre parcours. Pourquoi avoir choisi d'étudier la psychothérapie en plus de votre métier d'enseignante? Alors, c'est en premier lieu parce que j'avais une collègue qui a fait des études en psychothérapie et qui m'a raconté, ça m'a intéressée, et elle m'a invitée à un séminaire. Et je me suis dit que c'était passionnant et que ça pouvait être une bonne façon d'évoluer un petit peu dans ma pratique. Donc voilà, j'ai commencé petit à petit et ça m'a pris de nombreuses années avant d'arriver au bout de mes études. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein de l'ELEV? Oui, alors ce que je dis souvent aux élèves, c'est que moi, mon travail, c'est de vérifier que tous les élèves se sentent bien au lycée français de Vienne. Parce qu'on est une école inclusive et donc ce qu'on veut, c'est que tout le monde se sente bien. Même si, par exemple, on est dyslexique, on a un peu de mal à lire de temps en temps, même si on a du mal à se concentrer, enfin voilà, on doit vérifier que tout le monde se sent bien. Donc moi, je rencontre les professeurs, je rencontre les parents, je vois un petit peu quels peuvent être les problèmes de l'élève, quelles sont ses difficultés et ce qu'on peut faire pour l'aider. Et puis après, dans les années d'après, je vérifie que ça se passe bien, je vois s'il faut changer des choses. De temps en temps, j'appelle le docteur ou le psychologue si on a besoin de plus d'informations, enfin voilà. Je coordonne un petit peu tout le suivi pour que tout le monde se sente bien et apprenne bien. Quels peuvent être les problèmes rencontrés par les élèves? Alors,
Les problèmes peuvent être, par exemple, de comportement. On peut avoir des élèves qui ont du mal à respecter les règles de la classe. Et ça, c'est embêtant parce que du coup, ils ne vont pas arriver à bien apprendre. Les problèmes peuvent être d'apprentissage. Donc, c'est des élèves qui peuvent avoir du mal à apprendre à lire ou à écrire ou à compter. Ça peut être des problèmes de concentration ou ça peut être des problèmes psychologiques. Par exemple, des enfants qui se sentent vraiment pas bien, soit très très tristes, soit très angoissés. Et ça, évidemment, quand on est triste ou angoissé, on ne peut pas apprendre. Cette année a eu lieu la première semaine de l'inclusion au LFV. De nombreux ateliers de mise en situation ont été proposés aux élèves et aux parents. Des intervenants sont venus parler de leur handicap et de la notion d'inclusion dans les classes. Et une table ronde pour les enseignants et les parents a été organisée. Comment vous êtes venue l'idée d'une semaine de l'inclusion ? Alors encore une fois, c'est une idée que j'ai piquée à une copine qui est référente EBEP dans un autre lycée français de l'étranger et elle m'avait raconté qu'elle avait fait ça et que tout le monde dans le lycée avait participé, les parents, les enseignants, les élèves et j'avais trouvé que c'était une super idée. Donc j'ai repris quelques-unes de ces idées d'activités puis j'en ai rajouté d'autres pour faire un moment où en fait tout le monde se retrouve et tout le monde échange. Et je ne regrette pas parce qu'il y a eu plein d'échanges très très intéressants pendant toute cette semaine. Pourquoi incitez-vous les élèves, les parents et les professeurs à faire ces activités ? Parce que je pense que quand on n'est pas, par exemple, quand on n'a pas de dyslexie, on ne se rend pas compte comment ça fait. Et puis du coup, on n'a pas forcément l'idée que certaines choses qui nous paraissent évidentes pour nous et qui nous paraissent très faciles, pour certains, elles peuvent être difficiles. Donc, je parle de la dyslexie, mais ça peut être d'autres difficultés. Je pense qu'on est plus, on comprend mieux pourquoi il faut adapter les apprentissages si on a vu un petit peu comment ça fait quand on a ces difficultés-là. Quels sont les retours que vous avez eus ? Alors, les retours que j'ai eus ont tous été très très positifs. En fait, les enseignants étaient vraiment contents de comprendre un petit peu comment se sentent leurs élèves quand ils ont ces difficultés. Les élèves étaient très contents aussi de voir les difficultés que leurs camarades peuvent avoir. Et puis les élèves qui ont ces difficultés, ils étaient super contents de pouvoir montrer à leurs copains, tu vois, moi c'est comme ça que je me sens. Et puis les parents étaient juste très très contents aussi parce que c'est pas facile quand on a un enfant qui a des difficultés et ils étaient contents de voir que les autres parents s'intéressaient au sujet. Donc ils étaient tellement contents finalement que tout le monde souhaite avoir une semaine de l'inclusion l'année prochaine. Alors qu'au début je me disais ce serait peut-être que tous les 2 ans. Comment souhaitez-vous faire évoluer cette semaine pour l'année prochaine ? Je pensais à faire quelque chose que je voulais faire cette année, mais j'ai pas pu parce que je m'y suis pris trop tard. Je voudrais organiser des séances de projection de films. Il y en a plein de films qui parlent de l'inclusion, des films de tout âge, et je crois que l'année prochaine, je vais proposer ça. Merci Madame Boulard d'avoir répondu à nos questions et nous aurons plaisir à vous retrouver l'année prochaine pour une 2e édition de la Semaine de l'Inclusion. Merci à vous. Retrouvez tous les podcasts de la Semaine de l'Inclusion sur notre chaîne Spotify et YouTube. C'était Vasco et Mathis pour le Club Web Radio du LFV et Elias à la régie. Au revoir et à bientôt. Thank you.